Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un rapport très intéressant réalisé par un groupe indépendant du nom de Carlaplan. Il est assez long, genre 50 pages, et est en anglais. Mais n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, il est disponible dans la description. Moi je vais essayer de vous donner mon point de vue. On va commencer avec un peu d'histoire déjà. À une époque, YouTube référençait et suggérait des vidéos en se basant sur des variables simples et apparentes auxquelles on pourrait s'attendre, comme les likes, le nombre de vues, le titre et les tags. Ce modèle a assez vite connu ses limites avec l'apparition des Reply Girls. Ça avait commencé par une fille qui faisait une vidéo en réponse à une autre vidéo assez connue. Elle avait compris qu'en reprenant le titre et les tags d'une vidéo connue, on pouvait bénéficier de la notoriété de la dite vidéo en apparaissant en suggestion à côté. En ajoutant une petite miniature aguicheuse avec une petite tenue ou un décolleté, on avait la recette magique pour faire plein de vues, sans que ça demande pour autant beaucoup de travail. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir YouTube être envahi par ce genre de vidéos. À la limite, si les vidéos en question étaient pertinentes, pourquoi pas, mais souvent les propos étaient assez creux, et parfois on s'apercevait même, assez vite, que la fille en question n'avait même pas regardé la vidéo à laquelle elle répondait. Le système de recommandation de YouTube connaissait sa première faille, et pour y remédier, la plateforme a mis en place quelques variables supplémentaires. Il faut bien comprendre que YouTube est une entreprise, et que, comme n'importe quelle entreprise, le but de son existence est de faire de l'argent. Pour ça, YouTube doit essayer de vous faire rester sur la plateforme le plus longtemps possible. Ils ont donc rajouté le watch time, à comprendre le temps que vous êtes resté sur une vidéo par rapport au temps total de la vidéo. Par exemple, si une vidéo dure 10 minutes et que vous restez pendant 30 secondes sur la vidéo, le watch time, il est pas super. À ce niveau, les Reply Girls avaient un très mauvais score, parce qu'au-delà du décolleté, il n'y avait pas grand chose qui incitait à rester très longtemps sur la vidéo. On a aussi les commentaires, si c'est la vidéo qui vous a fait arrêter de regarder des vidéos pour la journée, et pas mal d'autres facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Pour les mêmes raisons qu'avec le watch time, les Reply Girls avaient un mauvais score sur ces autres variables. Le résultat a été celui escompté par YouTube. Au fur et à mesure, toutes ces vidéos ont disparu naturellement des suggestions et ont sombré dans l'oubli. Le deuxième problème que YouTube a rencontré est la montée des vidéos faisant l'apologie du nazisme et d'autres idées assez extrêmes du même genre. Le problème s'est posé du côté des annonceurs qui appréciaient pas que leurs pubs soient affichées sur ce type de vidéo. Je suis pas sûr que L'Oréal apprécie être associé à Hitler. De la même manière, avoir une pub Maped avant une vidéo vantant les mérites du Ku Klux Klan, c'est pas bon pour la marque. Je parle de la marque Maped, au cas où. Donc certaines grandes marques, comme Adidas, Amazon ou Netflix, ont commencé à boycotter la plateforme. D'ailleurs, pas mal de personnes attribuent ce phénomène à PewDiePie, et à sa blague à sa limite, où il voulait voir si, en payant des mecs sur une plateforme, il serait prêt à écrire des propos antisémites sur une pancarte. En fait, avant même que PewDiePie fasse donc cette blague qui était un peu ambiguë, on avait déjà le boycott de la plateforme par certains annonceurs qui avaient commencé. C'était évidemment mauvais pour YouTube, mais à terme, si tous les annonceurs partaient, ça aurait aussi été mauvais pour les créateurs qui vivent de ça. À ce moment, la réponse de YouTube a été de mettre en place la démonétisation des vidéos qui enfreignaient leur code de conduite. Ça n'a pas été du plus bel effet étant donné qu'ils laissaient un bot s'occuper de ça, avec une liste noire de mots comme kill, rape, suicide, bitch et j'en passe. Pour appliquer leur liste, ils vont utiliser les mots du titre, de la description, des tags, mais aussi ce qui est dit dans la vidéo au moyen des sous-titres automatiques. Sauf que si je mets comme titre top 1 15 kills, c'est démonétisé, alors que ça incite pas vraiment à la violence. Et c'est juste quelqu'un qui parle vite en anglais et qui, au lieu de dire I bet you, qui signifie je vous parie que, dit I betcha, qui va être compris par les sous-titres automatiques comme I bitch ya, c'est juste un problème des sous-titres automatiques. Si c'est une vidéo où une femme parle de son viol, qui se dit rape en anglais, pareil, elle incite pas à la violence et fait même une sorte de prévention par rapport à ça. Si une personne fait une vidéo pour dissuader les gens de se suicider, pareil. Cette vidéo a même des chances de sauver des vies. Alors oui, on peut faire une réclamation dans ces cas-là. Et là, c'est un humain qui va vérifier si la vidéo est appropriée ou pas. Sans être un système parfait, parce que ça dépendra évidemment de la personne qui passe en revue la vidéo, s'il fait bien son boulot et de ses valeurs morales, ça a le mérite d'avoir été assez efficace pour dissuader les grandes marques de quitter la plateforme, et donc de permettre aux youtubeurs de continuer à être rémunérés avec leur chaîne. Mais le problème ne s'arrête pas là. YouTube reste très opaque en ce qui concerne le fonctionnement de son algorithme de suggestion de vidéos, à tel point que vous avez été tenté de regarder cette vidéo en espérant mieux comprendre comment YouTube fonctionne, vu que la plateforme ne dira rien d'elle-même sur le sujet. Une chose sur laquelle il refuse de communiquer, mais dont on a des preuves, c'est un système de classification d'âge pour chaque vidéo. Le premier à en avoir parlé, c'est le youtubeur Quebelcop, qui avait même été invité à des événements pour YouTube. Après avoir entendu des employés parler de ce système de classification, il a demandé à un community manager dans quelle catégorie se trouvaient la plupart de ses vidéos. L'employé de YouTube lui a répondu le plus naturellement du monde, tout en lui demandant de garder l'information comme confidentielle. Quebelcop a balancé l'info et il n'a plus jamais été réinvité à ces fameux événements. Il y a 5 catégories différentes correspondant chacune à une tranche d'âge.
C'est d'une part utilisé par les publicitaires pour décider s'ils veulent que leurs annonces apparaissent pour toute tranche d'âge ou uniquement pour un public plus âgé. C'est d'ailleurs comme ça que les auteurs du rapport que j'ai cité en début de vidéo ont pu enquêter en profondeur sur ce système de classification. Ils ont émis une annonce et ont demandé à ce qu'elle ne soit diffusée que sur les vidéos réservées aux plus de 18 ans. Mais ce système est aussi utilisé par l'algorithme de suggestion de vidéos et c'est bien là que le bas blesse. Parce que dès qu'une vidéo est démonétisée, elle est classifiée comme étant destinée à un public majeur et automatiquement moins visible. Si une vidéo est considérée comme réservée aux majeurs, elle ne sera plus suggérée à tous ceux qui ne sont pas majeurs sur la plateforme. Et même si la vidéo est remonétisée après vérification faite par un humain, la classification d'âge, elle, reste inchangée. Donc les vidéos de prévention au suicide et autres partages d'expériences douloureuses sont moins visibles et aident moins de gens. Et si vous pensez que je dramatise sur l'impact qu'a cette catégorisation sur la visibilité de ces vidéos, il suffit que je vous montre ce graphique pour voir le changement. Pour cette vidéo, qui vient d'une chaîne d'information à propos de soldats qui se rapprochent d'un groupe de Daesh, on voit une nette baisse au niveau du nombre de vues. Pas longtemps après sa sortie, on a eu un pic de vues et puis ça a baissé, comme pour n'importe quelle vidéo, et à cette date-là, la vidéo a tout bonnement été tuée. Et c'est exactement la date où elle a été démonétisée, et donc désignée comme réservée à un public majeur. Si on y pense bien, ça va un peu à l'encontre de l'idéologie de rectitude sociale que YouTube cherche à atteindre. On a l'exemple du mouvement MeToo, où on avait évidemment pas mal de vidéos parlant de viol, et qui, dans un sens, se sont retrouvées censurées. Pour ce cas précis, et uniquement pour ce cas-là, YouTube a fait en sorte que le filtre soit moins violent si le tag MeToo était dans la vidéo, mais c'est pas une solution en fait. Parce que pour ceux qui postaient ces vidéos, s'ils étaient pas au courant et qui mettaient pas ce tag là, la vidéo reste moins visible. Et si YouTube leur en parlait, l'info circulerait inévitablement, et on verrait des abus avec des vidéos pas du tout dans le mouvement, mais qui profitent du tag pour obtenir un gain de visibilité. Là, YouTube n'a toujours pas de système convaincant. D'autant plus que ça n'empêche pas à des réseaux pédophiles de proliférer, ni à des gars malhonnêtes de faire des concours bidons, encore moins à des parents d'exploiter leurs enfants ou à Spider-Man de se torcher sur la Reine des Neiges, tout en explosant évidemment leur compteur de vues. Alors oui, ils ont montré l'exemple en fermant quelques chaînes qui allaient trop loin et qui avaient pris trop d'ampleur, mais c'est plus pour montrer patte blanche auprès des annonceurs, et c'est clairement pas suffisant pour éviter ce genre de problème. En définitive, comment fonctionne l'algorithme de YouTube ? C'est un peu comme des notes, où les matières en fait ce seraient les commentaires, les likes, le watch time, sans en connaître le coefficient, qui de toute manière change tous les 3 mois, sans compter les rapports que vous vous mangez pour mauvais comportement, mais dont on vous dit rien. Ouais, si l'école fonctionnait comme YouTube, on n'aurait pas beaucoup de diplômés. Le fait est qu'il n'y a que YouTube qui sait comment sa plateforme fonctionne dans les détails, et que niveau précarité de l'emploi, on atteint des sommets pour ceux qui décident d'en vivre. Clairement, si un jour vous vous lancez dedans, n'en attendez rien, et même si vous réussissez, gardez toujours un plan B de côté. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis moi je vous dis à la prochaine.